Aujourd'hui, nous avons un chapitre qui est intéressant, qui concerne les créances. Donc, l'objectif de ce chapitre-là, c'est de voir quels sont les types de créances, comment, comment va s'organiser le système de suivi et de contrôle des créances, qu'on appelle principe de contrôle interne, quels sont les différents termes utilisés, les méthodes de comptabilisation des créances irrécouvrables et la comptabilisation des effets à recevoir. On va juste voir les trois premières parties. Tout ce qui concerne les méthodes de comptabilisation des créances irrécouvrables et des effets à recevoir, ça, je vous ai indiqué où il faut les voir pour, pour avoir plus de temps à réserver pour les premières notions qui sont hyper intéressantes. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que ça veut dire une créance? Qu'est-ce que ça veut dire une créance? Une créance est une inscription dans la comptabilité après avoir vendu un produit, un article, une marchandise ou bien fourni un service, mais on a accordé au client un délai de paiement, ce qu'on appelle les termes de paiement ou bien les options de paiement. En pratique, lorsqu'une entreprise accepte de faire un crédit à des clients, il offre généralement un délai qui varie selon la relation entre le vendeur, l'entreprise et son client. Ça se peut 30, ça se peut 15, 20, ça se peut 45, ça se peut 60, etc. Et parfois même, on peut inciter le client à régler avant l'échéance en lui proposant ce qu'on appelle un escompte. On va le voir. Donc, on peut dire, par exemple, 2 sur 10, N30. Ça veut dire, si vous réglez votre facture durant les 10 jours qui suivent la date de la facturation, eh bien, vous allez bénéficier d'un taux d'escompte de 2%. Sinon, la somme de la facture, bien sûr, doit être réglée d'ici 30 jours. On qualifie la créance comme une somme due par un débiteur. Un débiteur, c'est la personne, qu'il soit physique ou morale, qui nous doit de l'argent. Et nous, on est ses créanciers. D'accord? La créance constitue un actif. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise et qui se trouve sur la partie active qui est classée dans les comptes recevables. Quel est maintenant, si jamais vous accordez des crédits, quelle est la répercussion de ces créances-là sur la trésorerie, surtout la liquidité? Il existe une interrelation et une relation intrinsèque entre les liquidités de l'entreprise et les comptes clients. Car normalement, chaque dollar d'un compte client représente des ventes que l'entreprise a réalisées et pour lesquelles l'entreprise n'a pas encore encaissé cette recette-là. Quand l'entreprise offre à son client un délai de paiement, et c'est ainsi volontairement privé de liquidité pour aider ses clients, bien son client à faciliter la vente. Quand il va sacrifier l'encaissement immédiat de la vente, eh ben, il va se priver, donc une somme d'argent qui devrait normalement être encaissée et logée dans la trésorerie pour faire face aux engagements de l'entreprise, eh ben, l'entreprise a sacrifié cet encaissement-là au détriment de la trésorerie, de la liquidité immédiate, pour pouvoir aider le client à régler sa facture dans un délai aussi pour le fidéliser. D'accord? Donc, pour le fidéliser et l'encourager à rester un client pour l'entreprise.
D'accord? Devant le sacrifice que l'entreprise a fait pour pouvoir aider le client à payer dans un délai déterminé et pour le fidéliser, comme j'ai dit, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le service rendu, la marchandise vendue, l'article vendu, le produit vendu, pour qu'il soit vendu, il est passé par un processus qui a nécessité des dépenses, des engagements, des charges. Donc, l'entreprise, il a déjà payé les charges connexes à ce produit-là, mais malheureusement, il n'a pas encaissé au moins les charges. Donc, et ça demande vraiment une entreprise qui gère très bien sa trésorerie pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement. Un fonds de roulement. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire pour vous un fonds de roulement? Maintenant, quels sont les types des créances? Quels sont les types des créances? Vous pouvez le voir dans la page 104 de votre manuel. Il y a les créances relatives aux clients et au gouvernement. Exemple, les clients. Donc, quand vous avez payé, quand vous avez vendu de la marchandise, ou bien vous avez fourni des prestations de services, le client, peut-être il va payer une partie, peut-être l'autre sera payable après, ou bien la totalité sera payée encaissable et recevable, pardon, et recevable après. Donc, c'est les clients. Les effets à recevoir, donc, c'est une créance, quelque chose, généralement, ça ne s'utilise pas. Taxe à la consommation à recevoir, par exemple, la TPS et la TVA que vous allez recevoir. La TPS de l'Agence Revenu Canada du fédéral et Revenu Québec de la province du Québec. Donc, la TPS et la TVA que vous avez payées sur les charges dépassent, sont supérieures au TPS et TVQ perçus sur les ventes. Donc, la différence, c'est que vous allez recevoir. C'est un remboursement de taxes que vous allez recevoir. Donc, c'est une créance, c'est un montant qui est recevable. C'est une créance. L'État, le Revenu Québec vous doit un remboursement et aussi l'Agence du Revenu Canada. Impôt à recevoir, la même chose. Revenu de placement. Quand vous faites un placement financier, ben vous attendez à ce que ce placement-là, il génère des revenus. Donc, ce qu'on appelle les intérêts générés constituent un revenu de votre placement, garanti ou non garanti. On prend l'autre cas. Par exemple, vous êtes un actionnaire qui a des actions dans une entreprise. À la fin de l'année, ou bien de l'exercice financier, l'entreprise, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1 000 $ par exemple. Nous sommes trois. Chacun a une part de 33,33%. Les 1 000 $, on va les partager. On va partager le bénéfice net. OK? Donc, chacun aura 33,33%. Sinon, chacun va prendre, par exemple, on a quelqu'un qui a 50%, les deux autres, ils ont 25-25. Ou bien, un, il a 80, les autres 10-10. Donc, chacun proportionnellement au taux, ou bien proportionnellement à leurs apports. L'argent qu'ils vont recevoir, on l'appelle dividende. C'est la rémunération de leur investissement. On l'appelle dividende. Et vous allez recevoir ces dividendes-là. D'accord? Donc, en tant qu'actionnaire, ça, c'est une créance. D'accord? C'est une créance, c'est un montant recevable dans le futur. Créances les plus courantes. Il y a les actionnaires et employés. Par exemple, on a
des actionnaires qui ont besoin de l'argent. Donc, on peut les prêter, mais il faut respecter pas mal de conditions imposées par l'administration fiscale pour éviter l'abus. D'accord? Il y a aussi des avances aux employés. Quelqu'un qui a besoin de l'argent, il demande une avance sur, par exemple, vous travaillez à la fin de la semaine, vous percevez par exemple 1000 $. Ben, mardi, vous avez un besoin urgent, ben, vous allez demander, par exemple, 500 $, 600 $, comme une avance, une créance qu'il faut honorer. Donc, comment on fait pour honorer cette créance? C'est qu'à la fin de la semaine, quand on va préparer votre paie, eh ben, on va déduire, on va retenir les 600 que vous avez pris et le salaire net sera 400 $, la différence. D'accord? Charges payées d'avance, c'est comme les assurances payées d'avance. Ça, vous l'avez déjà vu en comptabilité 1. Par exemple, si vous payez une assurance annuelle en septembre 2020, OK? Donc, ça a payé les mois septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et aussi les 6 mois qui restent de l'année 2021. Ce qui reste, c'est une créance qui a été payée d'avance ou bien toute autre charge payée d'avance. Est-ce qu'il y a des questions concernant la classification des créances, s'il vous plaît? OK, excellent. Maintenant, on va regarder c'est quoi le contrôle interne des créances. C'est très important. Parce que, comme vous le savez, dans n'importe quelle entreprise, il faut avoir 3 systèmes. 3 systèmes. Un système de, 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 de prévention, un système de détection et un système de correction. Un système de prévention, un système de détection, un système de correction. Un exemple, on l'a déjà vu quand on a parlé de la petite caisse. Vous avez fait comme quoi, pour donner une avance à quelqu'un pour aller acheter une charge à régler par la petite caisse, il faut qu'il remplisse une demande d'avance signée par lui et par son superviseur. Il va présenter cette demande à la caissière. Ben, il va lui donner de l'argent. Donc, ça, on fait ça pour prévenir tout abus. Maintenant, si jamais il y a une faille, comment la détecter? D'accord? Comment la détecter? Supposons on a fait un inventaire physique. D'accord? Un inventaire physique de l'inventaire de la petite caisse à la fin de la journée. On a trouvé une anomalie. D'accord? Une anomalie. C'est qu'on a trouvé beaucoup de manques. Et on a trouvé l'origine. Par exemple, on a donné une avance, mais la personne qui a pris l'argent, il n'a pas remis le reliquat, l'écart. Peut-être, par exemple, on n'a pas saisi une dépense, etc. Donc, ça, c'est un système de détection. Par exemple, on a dit l'inventaire physique. Et la correction, il faut corriger cette faille-là. Cette faille, il faut la corriger. Comment? C'est que la personne qui a pris l'argent, il faut réfléchir à un moyen pour qu'il revienne. Quand il revient, il va se diriger directement à la caissière pour remettre l'argent et régulariser le bon de caisse qu'il a été établi sur la base de sa demande d'une avance sur la petite caisse. D'accord? Par exemple, pour ce qui est achat. Donc, on va mettre un système de prévention pour que les gens
ils abusent de leur autorité sur l'établissement des modes de commande, il faut mettre en place un système pour détecter s'il y a des anomalies. Et à ce moment-là, il faut corriger le système de prévention parce qu'il y avait une faille. Donc, même chose pour les créances, il y a des systèmes, il y a des procédures qu'il faut faire. Si on ne les respecte pas, eh ben, on aura de graves situations, on va aggraver la situation des créances et les créances ne vont cesser d'augmenter. Pour réduire le risque de perte lié au crédit accordé à ses clients, l'entreprise doit toujours mettre en place des politiques d'entreprise et des outils de contrôle interne. Ces mesures concernent l'acceptation des débiteurs, toutes les étapes du processus de vente et le recouvrement des comptes clients. Quand un client achète et demande un crédit, c'est-à-dire il demande un délai de paiement, il y a des procédures pour évaluer et accepter la demande. D'accord? Au moment de la vente, le processus même de la vente, il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter, il y a des normes à respecter, il y a des consignes à respecter, il y a des règles à respecter, il y a des instructions à respecter pour que les choses s'aggravent, pour qu'on n'aura pas de problème dans le futur. Et enfin, au moment où les créances ne sont pas encore apurées et régularisées, il y a un processus qui sera déclenché pour entamer l'opération de recouvrement des clients. Donc, je répète et je résume, il faut avoir un contrôle interne, il faut avoir des procédures claires et nettes que tout le monde doit respecter sur le plan de l'acceptation d'un crédit, une demande qui émane d'un client, aussi au moment de la vente et enfin au moment d'aller chercher les montants non encore réglés, c'est ce qu'on appelle le recouvrement. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle interne, tout d'abord, pour qu'on sache de quoi on parle? Je vous donne un simple exemple, d'accord? Un simple exemple. On va prendre pas mal de services. On prend le service magasin. On va dire service commercial, d'accord? Là où il y a les achats, les ventes et l'entrepôt, bien le magasin. Tout d'abord, il y a le personnel qui travaille. Le personnel qui travaille. Ils ont des ordinateurs. Il y a une structure, il y a une organisation. Il y a la paperasse qu'ils utilisent. Il y a les notes de service, les procédures, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. L'ensemble de ces éléments-là, ils constituent ce qu'on appelle le contrôle interne. Le contrôle interne. Il est mis en place dans quel objectif? Tout d'abord, c'est pour s'assurer que les instructions, les règles, les consignes, les lois, les règlements, les procédures sont appliquées et respectées. Et que le respect et l'application du dispositif du contrôle interne, il assure la sauvegarde et la préservation du patrimoine de l'entreprise. D'accord? L'ensemble qu'on a vu tout à l'heure, le personnel, matériel, paperasse, procédure, on appelle ça le dispositif du contrôle interne. Si il y a des procédures, des consignes, des règles, des règlements que le personnel respecte, on dit qu'il y a un bon contrôle interne. On dit qu'il y a un contrôle interne fiable. On peut compter sur ce qu'il donne.
Il y a un contrôle interne satisfaisant. Tout ça, vous allez le voir dans le cours de contrôle interne et audit. Il y a une différence entre l'audit interne et le contrôle interne. L'audit interne et le contrôle interne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, il y a 4 objectifs du contrôle interne. C'est respecter les lois, règlements, consignes, notes de service, instructions, législation, règlements, etc. Deuxièmement, la protection du patrimoine dans une acceptation aujourd'hui élargie qui comprend en outre les actifs de l'organisme, ses agents, son image, etc. La fiabilité et l'intégrité des informations financières, l'efficacité et l'efficience des opérations. Donc, 4 objectifs. La conformité, l'efficacité et l'efficience, fiabilité des informations et la sécurité de patrimoine, le stock, l'argent, matériel, etc. Donc, maintenant, pour ce qui est créance, si vous voyez la page 105 de votre manuel, on parle qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon contrôle interne. Donc, un contrôle interne, il est bon, c'est quand il y a des procédures et que tout le monde respecte ces procédures, respecte ces lois, respecte des processus, respecte des conditions mises en place, etc. S'il n'est pas respecté, on dit qu'il y a un contrôle interne défaillant. Il y a une défaillance. Un contrôle interne défaillant, c'est lorsque l'ensemble des éléments qui composent un système, par exemple ressources humaines, système des ventes, système des achats, système de la paie, système de recouvrement, système production, à l'intérieur, il y a des éléments. Le personnel, le matériel, les procédures, les règles, les instructions, les directives. Si on les respecte, eh ben, on va sécuriser le patrimoine de l'entreprise, on va fournir de la bonne information, on va travailler d'une manière efficace, on sera performant, etc. Okay? Si on ne respecte pas les règles, si on ne respecte pas les règlements, si on ne respecte pas les instructions, eh ben, tout ce qui sort, ben, ça va servir à rien, ça va servir à rien, et par conséquent, nous aurons un mauvais contrôle interne. Ou bien ce qu'on appelle le terme qu'on utilise dans la terminologie d'audit interne, c'est le contrôle interne est défaillant. Et défaillant ou bien défectif. Maintenant, regardez, afin d'exercer un bon contrôle interne sur le compte client, l'entreprise doit séparer les fonctions incompatibles. Séparer les fonctions incompatibles. Je ne sais pas ce que j'ai déjà parlé de ça. S'assurer de la capacité de payer du paiement du client, sa capacité d'être solvable. Vérifier que la marchandise est livrée, est bel et bien livrée et livrée en bonnes conditions. Avoir un système d'information fiable et efficace. Prévoir un bon système de recouvrement et enfin exercer un contrôle sur les radiations. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous explique chaque point dans ces objectifs et des choses à faire pour aboutir à l'instauration d'un bon contrôle interne, satisfaisant, efficient et efficace? Vous avez des questions, s'il vous plaît?